professeur Kwikwa va se charger de l'explication. Sa Majesté, nous sommes ici. L'objectif de ce, comment on appelle ça, de ce musée que nous avons mis du pied ici, c'est d'inspirer le peuple bamileke afin qu'on n'oublie pas ce qui nous est arrivé. Le génocide était une chose, le génocide du silence en est une autre. Et tant que nous n'avons pas un musée qui permettra à la nouvelle génération de savoir ce qui nous est arrivé, il y a un risque que ce qui nous est arrivé nous arrive encore. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Merci et bienvenue. Une fois de plus, merci, Sa Majesté. Là, vous avez, pour cette première table, nous parlons ici de différents repas que nos parents, pendant la guerre, ont eu à manger pour ne pas mourir de faim en brousse. Ce n'est qu'un échantillon parce que on ne peut pas tout mettre sur une table. Vous avez ici la patate séchée que nous connaissons chez nous. Nous avons les criquets. Il y a eu plusieurs formes de criquets. Nous avons également les champignons. Nos parents consommaient ces champignons en brousse pour survivre. Nous avons également des produits. Nous avons des produits comme certains noix rares dont les maquisards essayaient, n'est-ce pas, de tirer et de voir, en fait, de suivre même les animaux, les rongeurs en brousse pour pouvoir étayer leur soif de la famine. Nous avons de l'autre côté les cœurs, ça c'est le cœur de palmier. Il me rappelle que en 64, quelque part à Ventonga, c'est grâce à ces cœurs de palmier que les maquisards avaient réussi à... J'aime pas tout le terme maquisard. Ok, les nationalistes. Les nationalistes, ok, merci Sa Majesté. Les nationalistes donc utilisés ont pu étayer, n'est-ce pas, fermer le creux de leur ventre avec le moyau, parce que ici c'est le moyau du palmier, le maïs et le maïs grillé et les arachides ou les cacahuètes étaient tellement consommés pendant cette période. Nous avons au niveau de l'ouest d'en bas, la région bamileke d'en bas, c'est-à-dire Kekem, en allant vers le Mungo, il y avait beaucoup plus les palmiers. Il n'y a pas assez de palmiers dans la région, mais cette région est beaucoup plus riche et il y en avait qui ne consommaient que ces palmistes pour pouvoir résister à la famine. Je crois que nous pouvons continuer, Sa Majesté. Il y a d'autres, nous avons d'autres paliers. Ici, nous avons Max Bardet qui raconte une histoire qui ne vient pas de nous, mais qui vient de ceux-là qui étaient responsables, n'est-ce pas, face à la résistance qu'ils avaient dans la région bamileke. Et Max Bardet fait le témoignage des bombardements qu'il a eu à faire entre 1962 et 1964 et avec plusieurs morts. Le tableau qui suit, nous avons là il est devenu général par la suite, Semengue et le président Georges Pompidou qui, n'est-ce pas, qui le reçoit. Et nous avons une escadrille de militaires
ils furent, n'est-ce pas, ceux-là les premiers dont on avait formé. Et c'est à travers eux qu'on a eu à mettre sur pied, à bâtir chez nous une armée forte. De l'autre côté, nous avons un conseil de guerre entre le général Max Briand et ses hommes. Ici, c'est Max Briand. Ils sont en train de certainement de réfléchir sur le comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, soit contre-attaquer ou pouvoir contourner une situation qu'ils avaient en face aux nationalistes, bien entendu. Et évidemment, lorsqu'on reconnaît l'armée camerounaise comme étant une armée forte, c'est parce que dès le départ, cette armée avait reçu des grands généraux venant de l'Indochine, venant de l'Algérie, et avec l'expertise qu'ils avaient, on a pu mettre sur pied une armée forte. Malheureusement, cette armée a eu la charge de combattre contre ses propres enfants, et on connaît la suite. L'autre tableau, ce sont des mafies. Les mafies ici, ce sont des tirailleurs. Généralement, on parle des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs tchadiens, des tirailleurs. Ce que moi je peux dire en tant qu'historien, les tirailleurs venaient de plusieurs pays. En réalité, les anciennes colonies de la France, pour la plupart, les meilleurs soldats dans ces colonies ont eu à combattre au Cameroun, dans la région Bassa et dans la région Bamileke. Ce n'était pas seulement les Tchadiens, ce n'était pas seulement les Sénégalais, ce n'était pas seulement des Guinéens, où il y avait des Haïtiens ont combattu dans la région Bamileke. Toutes les îles, même les îles américaines, les Antilles, se sont retrouvées dans la région Bamileke en train de combattre. On a vu des Malgaches, des Algériens, même ceux qui venaient de l'Indochine, combattre dans la région Bamileke. D'ailleurs, je peux le répéter encore, parce que j'ai eu à le dire une fois, j'ai déjà eu une fois à le dire, il y a des chefs d'État africains qui ont combattu dans la région Bamileke, ce génocide, qui ont combattu, qui sont devenus présidents dans leur pays. Nous avons par exemple Ali Sebou, qui a combattu dans la région Bamileke. Il fut le président au Niger. Nous avons par exemple un homme comme l'actuel président du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a combattu dans la région Bamileke comme soldat français, pas comme soldat congolais, mais comme soldat français. Et nous avons avant lui Marien Ngouabi. Marien Ngouabi a combattu dans la région Bamileke, mais lui, il avait une histoire atypique. Parce que lui, aussitôt qu'il a commencé à combattre les nationalistes camerounais, il a écrit un livre que j'ai lu, et dans ce livre, il dit que c'est l'histoire qu'il a vécue dans la région Bamileke qui a changé son mindset. Parce qu'il est devenu un marxiste-léniniste quand il a pris le pouvoir au Congo. Et il dit il rencontrait des soldats camerounais pour leur dire que non, vous ferez mieux d'aider les nationalistes parce qu'ils combattent pour vous. Et l'armée française l'avait vu comme comme un traître. Il avait été menacé. On avait même menacé de le révoquer. Mais comme il était aussi un bon soldat, alors que faisait Marien Ngouabi? Marien Ngouabi allait apporter des munitions aux nationalistes en brousse. Il apportait même de la nourriture. Quand je parle de la nourriture, il recevait ces boîtes de sardines qu'il recevait et de temps en temps, il jetait là où il croyait que d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, un nationaliste peut prendre. Les mafies ont fait mal. Ces tirailleurs ont fait tellement mal dans la région Bamileke. Nous avons ici, ça c'est une photo qui date de 1962. Et là, nous avons une jeune fille, Cécile Mabou, plusieurs fois violée, mère de 5 enfants, sans père, en 1962. Les 2 premières filles que vous voyez là ont été aussi violées. Et des cas de viol, il y en avait tellement. C'était quoi? C'était des jeunes soldats qui n'étaient pas mariés, qui ne venaient pas forcément au Cameroun avec des femmes. Mais comme on sait, pendant la guerre, tout y passe. Et
le plus ironique, c'est que les chefs parfois laissaient faire. Ils ne réagissaient pas. Ils laissaient faire. Dans la zone de Bandekop, c'était récurrent. Dans la zone, n'est-ce pas, de Baham, même de Bayangam, c'était récurrent. Nous pouvons continuer, Excellence. Bon, nous avons ici quelques tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau, ce tableau, n'est-ce pas, présente un des, n'ayons pas peur des mots, un des génocidaires pendant le génocide en région Bamileke et Bassa, bien évidemment. Nous avons Lambeton et on voit là, avec ses déclarations, c'est le terme, le caillou dans la chaussure vient de lui et on ne le répétera jamais assez. Il fut, n'est-ce pas, parmi ceux-là qui ont théorisé la terreur dans la région. Il fut parmi ceux qui ont théorisé la terreur dans la région et évidemment, beaucoup en ont souffert. C'est à cause de, pas grâce, c'est à cause de que beaucoup dormaient dans les champs. On ne pouvait pas dormir dans la maison parce que les avions jaunes passaient de manière régulière et brûlaient les villages. Et on disait qu'on est en train de combattre les nationalistes. Quand on dit qu'on combat les nationalistes et qu'on tire de partout, de quel nationalisme on est en train de combattre quand on brûle tous les villages et là-dedans, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a toute qualité. Donc, c'est un peu ceux-là qui ont planifié et théorisé le génocide au Cameroun. Nous avons de l'autre côté les chutes d'eau. Il y a plusieurs. Il y a les chutes de la Métier, il y a les chutes de Mamiwata, il y a même les chutes de Mouanko dans le Hongkam, où on jetait les nationalistes. Alors, l'histoire d'après nos recherches, on commence à jeter des nationalistes dans des chutes d'eau autour de 1956. Et c'est Maurice Delaunay, qui était chef de région Bamileke, qui avait réfléchi et il s'est dit, bon, on peut faire une pierre deux coups. C'est-à-dire quoi? Si, en jetant les nationalistes dans l'eau, on n'utilise pas les munitions. Donc on fait une réserve de munitions. On faisait une réserve de munitions. Et ça faisait que pousser les gens dans l'eau et ils allaient, par exemple, dans les chutes de la Métier à plus de 30 mètres. Et au fond, il y avait quoi? Il y avait des pierres. Donc quand on descendait, on n'avait pas la chance de pouvoir résister à cette situation-là. Nous avons ici les épaves d'un broussard. Le broussard ici, c'est ce qu'on appelle les avions jaunes. Les avions jaunes qui bombardaient, qui lâchaient le feu, qui généralement descendaient. Quand ils descendaient, en remontant, allez, ils relâchaient le feu sur les maisons. Et là, à Bamendou, les nationalistes ont réussi à détruire un de ces broussards. Et il y avait 3 morts. Il y avait 3 équipages qui avaient perdu la vie pendant cette période. Ce broussard était parti de Koutaba pour venir faire le sale travail. Nous allons devoir continuer de l'autre côté. Sa Majesté. Alors, ici, pour le premier tableau, nous avons les instruments de résistance. Et là, ce sont, je peux dire, des éléments utilisés par nos parents pour pouvoir résister comme ils pouvaient. Parce que l'histoire de l'UPC, l'UPC n'était pas préparé à faire la guerre. L'UPC a été obligé, a été poussé à faire la guerre, à mener la résistance. Oumniobé, son secrétaire général, était quelqu'un qui voulait la paix. Il a recherché la paix
jusqu'à ce qu'il quitte ce monde en 58. Ici, pour cette image, nous avons des flèches empoisonnées. Ces flèches, généralement, étaient fabriquées par les bergers Mbororo dans la région Bamileke. Pour peut-être fin utile, les bergers Mbororo arrivent dans la région Bamileke au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche des pâturages. Et pourquoi est-ce qu'ils partent de leur nord natal? Avant leur nord natal, ils ont migré jusqu'aux environs de la région du Cameroun occidental et même dans le Noun. Mais toujours plus nombreux, ils vont franchir la frontière et les premiers rois bamileke on va les installer au niveau des frontières. Et très souvent, quand il y avait un problème, le Mbororo, le Ardo, qui est le chef Mbororo, généralement devenait les yeux et les oreilles du chef. Quand quelque chose se passait au niveau de la frontière qui ne tenait pas, allez, il était sur son cheval et venait dire au chef, chef, je viens de voir quelque chose qui vient de se passer au niveau de la frontière, voici. Donc c'est lui. Donc les flèches, ces flèches sont des flèches empoisonnées. Ce sont les bouts qui sont empoisonnés. Et généralement, quand ça touchait un être humain, la blessure était pratiquement inguérissable. Nous avons, vous voyez, cette marmite est le fond d'une arme de guerre. Alors j'ai eu à rencontrer un certain Naossi Anatole, qui fut aussi secrétaire général de Momopole, qui lui, il s'occupait des armes. Il dit, à un moment de la vie dans la résistance, ils avaient quelques armes traditionnelles, mais ils n'avaient pas de munitions. Alors, il s'est mis à réfléchir. Il a réfléchi, et si bien qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait, lorsqu'ils faisaient des descentes dans des villages, ils emportaient toutes les marmites. Parce qu'en ce temps-là, les marmites n'étaient pas en aluminium, c'était en fer. Et qu'est-ce qu'il fait dans les forges? On a eu à briser ces marmites pour fabriquer des munitions de guerre. Et ça, ça a marché. Si bien qu'il y a un d'eux que j'ai eu à rencontrer à Baham, Tchédon Paul, qui nous dit que non, quand nous on portait la marmite, la maman dit non, ne portez pas cette marmite-là, ça n'a pas la nourriture. Mais elle ne comprenait pas pourquoi, même vide, on portait la marmite parce que ça avait un autre. Oui, ils avaient un autre plan pour ça. Mais évidemment, il y avait aussi des talismans que nos parents utilisaient pour pouvoir résister, sauf qu'il fallait chaque fois renouveler. Nous avons l'araignée, il y a plusieurs formes d'araignées. Et je peux dire que beaucoup ont pu résister ou ne pas passer des vies à crépa grâce à ceux qui connaissaient, parce que ce n'est pas seulement le fait de voir l'araignée, mais il fallait des experts qui connaissaient comment interroger. Et généralement, quand l'araignée vous disait que si vous dormez dans cette maison ce soir, sachez que vous ne serez que poussière. Et là, chacun devait plonger même par la fenêtre pour sortir, pour ne pas dormir dans la maison. Parce que cette nuit, et très souvent, l'araignée, pour ceux que j'ai eu à rencontrer, m'ont assuré que ce que disait l'araignée, si vraiment les questions ont été bien posées, si vous ne respectez pas ce que l'araignée dit, cette nuit-là, si vous dormez dans la maison, effectivement, la maison va voler en fumée. C'est vrai. Bon. Nous avons des armes traditionnelles. On en fabriquait chez nous. Ces armes traditionnelles. Il y avait les longs, les courts, les 2 coups, les 4 coups. Je me rappelle que le chef, le premier maire de la ville de Tchang indépendant, Vomou Fidèle, me disait, quand il était encore vivant, père son âme, que généralement lui il avait qu'il tirait juste un coup et il tombait dans le champ.
Il dit, je tire un, je tombe dans les champs pour charger. Bon, c'est un peu pourri. Donc, nous avons ici la chasse au Bamileke. C'est vrai que on va dire qu'il ne faut pas insister là-dessus, mais vraiment, ça ne date pas. Cette presse, le Bamileke, fut créée par Delaunay. Et entretenue par un certain Enoch Poyet. Et par la suite, cette presse est morte d'elle-même. Ça s'appelait le Bamileke. Le titre est bien écrit. Là, nous sommes certainement en 1957, où on dit la chasse au Bamileke va-t-elle durer encore longtemps? Je laisse chacun avec sa conscience qu'il sache ce qu'il ressent. Est-ce que c'est en train de durer? Est-ce que c'est en train de finir? L'histoire continue à parler par elle-même. Nous allons continuer, Sa Majesté. Nous avons ici toujours des termes de la bamiphobie. Le LACAM prône le vivre ensemble avec toutes les ethnies du Cameroun. Aucun ne doit être laissé. Et là, il y a des termes que quand certains leaders ou certaines personnalités l'utilisent, ça met d'autres dans des situations assez confuses. Nous avons ici, un Bamileke a étudié, jamais, ça c'est quelqu'un qui le dit, malheureusement, paix à son âme, il n'est plus vivant. Un Bamileke, il étudie, bon, c'est ce que je suis en train de dire là, et vraiment, nous on le met là pour s'interroger. Pourquoi est-ce que on doit le dire ainsi? Qui est Dieu? C'est Dieu qui décide de toutes choses. Nous continuons. De l'autre côté, Sa Majesté, nous avons le laisser-passer. Ici, l'actualité brûlante au niveau du Cameroun, ces derniers temps, l'histoire du laisser-passer a ressurgi. Et évidemment, vous avez là un spécimen du laisser-passer qui porte la photo de Jean Bouende, le premier maire de la ville de Bafang indépendant, qui fut un résistant. Et là, on montre, j'ai eu à faire une précision dans une chaîne de la place pour dire, parce qu'il y avait trop de confusion, pour dire que le laisser-passer, et je profite de l'occasion pour dire que le laisser-passer entre pour la première fois au Cameroun en 1946. Et cela avait été mis sur pied, non pas en 1946, en 1925 par le gouverneur Marchand. Et c'est en 1946 qu'on a stoppé l'usage du laisser-passer. Mais le 18 juin 1959, le laisser-passer a été réinstitué. Ce qui a gêné dans l'usage du laisser-passer, c'est que les forces de défense ont utilisé le laisser-passer comme un instrument de la chasse aux faciès. Et quand vous présentiez, le laisser-passer n'était pas uniquement contre les Bamileke, c'était pour la nation camerounaise. Je le dis pour étayer des pans de l'histoire. Mais sauf que ceux qui contrôlaient les laissez-passer avaient fait une part belle sur qui était le Bamileke. Quand tu te disais « je m'appelle Atangana », tu n'avais pas le même regard que quand tu te disais « je m'appelle Kamga ». Et c'est pour cela que certains peuvent courir et dire que le laisser-passer avait été institué pour, n'est-ce pas, contre les Bamileke. Et en plus, les Bamileke en ont souffert. Parce que quand vous aviez par exemple un deuil, on vous dit votre frère est mort, je ne sais pas, quelque part, il y avait, les pleurs c'était je peux dire double. Vous pleurez votre frère qui vient de mourir et le second pleur c'est comment est-ce que je vais arriver là-bas? On commence à réfléchir comment on va aller à la gendarmerie ou à la sous-préfecture pour se faire établir un laissez-passer.
depuis 6 mois, depuis 1 an, je n'ai pas pu me payer les taxes. Donc ça veut dire si vous ne pas confectionner le laissez-passer, on va vous arrêter parce que vous n'avez pas de taxes, et ainsi de suite. Donc c'était très compliqué. Mais on a autre chose. On a autre chose qui était tout aussi... et là, le Bamileke en a souffert. Le Bamileke a vraiment souffert. Vous voyez là les Savièmes. Ces Savièmes, malheureusement, je n'ai pas mis la date de 1966. Et ces Savièmes sortent de la région du centre-sud. Et c'est plein de population Bamileke. C'est le refoulement. On n'en parle pas souvent assez. Et généralement, on refoulait la population parce qu'on voulait absolument que ce qu'on appelle le maquis, que ça reste dans la région Bamileke. Et parfois, on voyait les Bamileke hors à Ebolova, à Yaoundé, à Samblima, à Betoua, comme ceux qui voulaient faire venir la guerre dans leur région. Et parfois, et la majorité de ces Bamileke, c'était des commerçants. Et qu'est-ce qui se passait? On vous trouve derrière votre commerce, on vous pique et hop, on vous entasse à la gendarmerie. Le premier cas, ça vient, on vous met là-dedans. Pire, toute votre richesse, vos 20 ans, vos 15 ans, vos 10 ans, dans la est parti, on pille cela. Et ça a été une volonté. C'est pour cela qu'à juste titre, les Bamileke pouvaient dire qu'ils sont victimes d'une bamiphobie. Parce qu'on ne sait pas, aucune nation extérieure n'avait attaqué le Cameroun, parce que les accords que le Cameroun signe avec la France, même en décembre 1959, c'était pour que si un pays étranger attaque le Cameroun, la France pouvait intervenir. Mais le Bamileke c'est pas un pays qui venait de l'extérieur. Et beaucoup ont perdu des maisons, de leur commerce, de l'argent. Je vous dis, on vous pique en route et vous vous retrouvez dans la cour de la gendarmerie et le premier cas, ça vient qui arrive, vous êtes à l'intérieur. Ça ne suffit pas. Ceux qui ont la grâce, on les établit le certificat de refoulement. Là, quand vous arrivez dans votre région d'origine, vous présentez le certificat de refoulement. Si vous n'avez pas de certificat de refoulement, ça ne suffit pas. Vous allez au commissariat, même dans votre village, en attendant qu'on investigue. Est-ce que c'est un bon élément? Est-ce que c'est un mauvais élément? Et les Bamileke en ont souffert énormément. Ces cas, ça vient, je les ai eus quand je faisais mes recherches. J'étais censé au lycée classique de Bafoussam et j'ai eu la grâce d'aller chez quelqu'un et il m'a sorti ça. Et il m'a un peu raconté ce qui se passait. Nous allons devoir continuer de l'autre côté. Nous avons là la montée de la bamiphobie au Cameroun. On ne le dira jamais assez. Nous avons ici la tombe de Ernest Wandier alias Camarade Émile. Ici, ce qu'on voit là est très récent. Après des écarts langagières qui traitent un héros de la nation comme étant un bandit, tout bon Bamileke et tout bon véritable Camerounais devrait s'en offusquer parce que les Ernest Wandier, les Mounier, les Oumniobé ne s'appartiennent plus. Ce sont des propriétés du Cameroun. Exactement comme ici aux États-Unis, les Martin Luther King et tous les présidents qui ont succédé ne s'appartiennent plus en tant que famille ou en tant que région. Ce sont des propriétés de la nation. Alors, comme ça ne suffisait pas, apparemment, d'après mes pauvres analyses, ce qu'on attendait que le Bamileke devait faire en entendant que Wandier est un bandit, certainement, il devait se passer quelque chose. Il n'y a rien eu. Et on a simplifié cela. 2 semaines après, on est allé casser la tombe. C'est pas des villageois qui peuvent aller casser la tombe. C'est des personnes réfléchies et il y a un agenda caché derrière. Si ce n'est donc pas le cas, que ceux qui le font vont un jour nous dire les raisons pour lesquelles on peut arriver à ce niveau-là. Le Wandier Moumier, le président Aïdio, Ruben Oumniobé, ce sont des héros de la nation
qui ont été, n'est-ce pas, réhabilités par la nation camerounaise. Donc c'est pas, ils n'ont pas volé cela, ils ont été réhabilités. Et bon, on se pose bien la question, quand on dit qu'il est bandit et que celui qui le dit continue à marcher, la première question qui me vient à la tête, c'est que à qui profite le crime? Donc nous allons devoir continuer sur cette table. Bonsoir à tout le monde. Je me permets d'interrompre le professeur Cuvois, juste pour qu'il souffle un peu. Merci. Juste pour vous faire savoir que sur cette table, un effort que nous essayons de faire, c'est de collecter les noms des nationalistes, parce qu'il y a les plus connus, qui ont été d'ailleurs réhabilités, mais dans toutes nos familles, nous savons que nous avons perdu des membres de nos familles et dont les noms ne figurent nulle part. L'un des efforts que nous faisons pour nos archives, c'est que nous demandons à tout le monde, si vous avez perdu un membre de la famille qui est connu, dont on parle peut-être pendant les réunions familiales, peut-être juste pendant les débats autour du feu, prière de nous envoyer le nom. Nous essayons juste de répertorier qui sont ceux-là qui sont morts pendant les luttes d'indépendance. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, garder la mémoire de ceux qui sont partis. Et ça, ce travail mémoriel, c'est un travail communautaire, c'est un travail global, c'est le travail de tout le monde. Donc, nous en profitons ici pour demander au peuple bamileke de par le monde, où que vous soyez. Si vous êtes au courant qu'un membre de votre famille a péri pendant cette période-là, veuillez partager le nom avec nous. Et si d'ailleurs vous avez le circonstance de leur disparition, ça aussi, veuillez partager avec nous, parce que ça va nous aider à aider ceux qui sont en train de nous aider pour bâtir l'archive de l'histoire du génocide camerounais, à nous aider à construire une base de données beaucoup plus effective et une base qui reflète en fait la réalité. Parce que jusqu'à ce présent, ce que nous avons, c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'une proie racontée par le prédateur. Alors ça n'a jamais été raconté que du point de vue du prédateur. Nous aimerions utiliser, n'est-ce pas, ce chemin pour pouvoir réécrire notre histoire de notre point de vue, surtout rétablir cette vérité mémorielle. Donc, vous pouvez nous contacter. Nous avons notre page sur Facebook. Les gens vont sur Facebook. La CAM est bien présente sur Facebook. Nous avons notre site internet, genocidebamileke.com. Et si il y a plusieurs membres de l'ACAM qui ont aussi des pages, vous pouvez passer même par des individus qui sont membres de l'ACAM. D'ailleurs, nous considérons tout le peuple bamileke comme des membres de l'ACAM. Je crois que vous avez une idée de l'ACAM. De la vision de l'ACAM, et vous voyez que cette vision, c'est une vision de peuple et pas d'un groupe d'individus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. Sa Majesté, nous allons continuer, mais vous pouvez, n'est-ce pas, vous-même juger, jeter un coup d'œil et juger par vous-même ces noms qui ont péri pendant cette période sous certainement les balles de la soldatesse de l'armée française. Et comme m'a dit, comme vient de le dire, ces noms, ce ne sont qu'un échantillon très infime de la réalité que nous avions connue dans la région Bamileke. Il y a eu tellement de morts, tellement de disparus, parce que beaucoup ont disparu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'ont pas pu jusqu'ici. Même dans certaines familles, on n'a pas pu faire le deuil. Parce que dans la cosmogonie bamileke, on a toujours pensé que c'est lorsqu'on est sûr, véritablement sûr que quelqu'un est parti pour de vrai, qu'on organise le deuil. Et on hésite toujours. Est-ce qu'en organisant le deuil un jour, est-ce que la personne ne peut pas revenir? Et parce que si la personne revient alors qu'on a fait le deuil, il faut refaire d'autres rites, il faut passer encore à d'autres rites, donc ça donne du travail. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont eu à hésiter et on hésite encore. J'ai rencontré sur le terrain des mamans qui n'ont cessé de dire que mon frère était parti, ma soeur était partie, je n'ai jamais pu avoir des nouvelles. Il y a des moments où on se dit, est-ce qu'on doit pleurer, est-ce qu'on doit rire?
on ne sait pas, donc on est resté en suspens. Vous avez, Sa Majesté, vous avez là, nous avons ici des têtes coupées et des jeunes. La majorité était, la moyenne d'âge était autour de 20 ans, 20-25 ans. Et donc c'était des enfants qui, n'est-ce pas, luttaient pour l'indépendance et même pour le bien-être du Cameroun. J'ai quelque chose à dire par rapport à cette tête. Et généralement, nous avons suivi des officiers camerounais faire des sorties par rapport à cette tête pour dire que nous avions coupé des têtes et on les mettait dans le carrefour, et cela prouvait que ces jeunes gens n'étaient pas invulnérables. C'était pour montrer qu'ils étaient effectivement vulnérables. Mais l'historien que je suis, nous avons fait des recherches un peu plus poussées pour voir pourquoi est-ce que dans la région Bamileke où l'armée française a combattu, pourquoi est-ce que dans la région Bassa, on ne coupait pas aussi des têtes comme qu'on l'a fait dans la région Bamileke. Et la même armée française a initié la coupure des têtes au niveau du Vietnam. Avant que les Américains n'aillent combattre au Vietnam, c'était d'abord l'armée française qui avait été battue à Dien Bien Phu. Et ils ont coupé les têtes au Vietnam. Et dans mes recherches, j'ai fait une étude comparative. Je me suis rendu compte qu'au Vietnam, ils ont un culte qu'ils font au crâne. Au Vietnam, il y a un culte qu'on fait au crâne, comme chez les Bamileke. Alors, je disais à mes amis que ce n'est pas seulement la raison de couper les têtes et les mettre au niveau de Carrefour, n'avait pas seulement pour objectif de voir s'ils étaient vulnérables ou pas. C'est parce que Delarosière, qui a mis longtemps à Bafoussam et qui a fait des études sur la sociologie et l'anthropologie Bamileke, s'est ravivé et a informé à l'armée française, parce que la résistance avait duré de 55 jusqu'en 71, mais c'est allé un peu plus que 71. Il fallait trouver d'autres moyens pour pouvoir contourner, exactement comme pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine a eu à contourner en utilisant ce genre de phénomène pour contourner les Vietnamiens. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les Vietnamiens aussi sont des peuples très croyants, et le Vietnamien dans sa cachette pense que quand il entend le cri d'une chouette, les hiboux, là où il est caché, ça veut dire que sa mort est imminente. La mort est imminente. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Américains, le sachant, ayant étudié la cosmogonie vietnamienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant la guerre du Vietnam, ils ont fabriqué des mini-ordinateurs qui émettent le cri des chouettes la nuit. Et la nuit, ils ont, par avion, versé là où ils pensaient que les Vietnamiens, effectivement, les Vietnamiens sont tous sortis de leur cachette. Et c'est comme cela qu'on a mis la main sur eux. Là, c'est les techniques, n'est-ce pas, de guerre, pour dire que on ne fait pas les rites sur les pieds. On ne fait pas sur le ventre. On fait les rites sur le crâne, sur la tête. Et c'est la raison pour laquelle les Bamileke, quand on les tuait, on coupait la tête, on les plaçait au carrefour. Mais les gens ne se posent pas la question. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces têtes? Puisqu'on ne remettait pas ces têtes aux membres de la famille, on allait enterrer là où personne ne voit, parce qu'ils avaient compris qu'en remettant la tête, on est en train de sauver la famille. Quand on disait, par exemple, que papa est mort à l'ouest, la première des questions, c'est que sa tête est là. Et quand on dit sa tête n'est pas là, le deuil est double. Le deuil est double, parce qu'on dit, on va faire les rites où? Parce que là, il faudra maintenant faire d'autres rites. Il était allé à gauche, on va prendre la terre ici, il faut peut-être à la fin, ça ne marche même pas. Mais on paye pour faire tout ça. Donc, c'était pour dire que les têtes qu'on coupait n'étaient pas seulement pour voir si les résistants ou les nationalistes étaient vulnérables ou invulnérables, mais ça avait une portée cosmogonique,
une portée anthropologique de cette coupure de tête. On n'a pas coupé les têtes en Algérie assez, on ne l'a pas fait dans la région Bassa, mais dans la région Bamileke, c'était monnaie courante. Et cela a fait que, à un moment donné, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas réellement là où la tête, le père, la tête du père se trouve. C'est lorsque j'ai fini mon livre, j'ai terminé mon livre et que j'ai écrit sur le maquis à Bamungum, que j'ai découvert que Defonkou Takunkwe, le père de Konjekam, avait été tué à Bafoussam en 1959 et il ne savait pas où est-ce qu'on avait réellement amené la tête. C'est à travers mon livre que la famille a découvert un certain nombre de choses. Et la maman de Konjekam, elle m'a rencontré plusieurs fois, elle m'a raconté ce qui s'est passé, mais ce qu'elle me disait avait une limite. J'ai complété. Dans ce livre, il y a Defonkou Takunkwe, c'est le nom de son père, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est une date, c'est au début des années 2000, qui sont allés prendre la terre là où on aurait enterré, parce qu'on l'avait tué au niveau de Bafoussam, au niveau du quartier Kilombo. Donc dans Bafoussam, et le chef Bafoussam avait été obligé d'aider le chef Bamungum pour trouver les restes de son notable. Et c'est ce qui s'était passé. Bon, je parle un peu de ça dans le livre sur le maquis à Bamungum. Ici, nous avons les massacres de Bangang. Les massacres de Bangang, c'est une histoire pathétique. C'est une histoire pathétique. Sa Majesté, vous voyez là l'église, c'est l'église de Bangang. Nous sommes, n'est-ce pas, en 1960, en avril 1960. Alors la population est assaillie de partout. Il y en a, quand on parle de génocide, ils trouvent que c'est excessif. Ils trouvent que c'est excessif. Mais en tant qu'historien, je continue à marteler que ce fut un génocide, c'est-à-dire un construit volontaire. Alors, la population malmenée par l'armée fuit pour se réfugier dans l'église. La population fuit pour se réfugier. Cette église-là, c'est quand on n'avait pas encore détruit. La population fuit se réfugier dans l'église et quelques minutes plus tard, les avions jaunes viennent, pulvérisent l'église. Pulvérisent l'église. Les gens sont morts en grand nombre. Or, quand ils allaient à l'église, ils croyaient que au moins là-bas, oui, mais que ceux qui sont en train de tirer vont avoir... Non. Ils ont pulvérisé l'église. Je le dis, en 62, les avions jaunes, un de ces avions va déverser les bombes au marché de Mbouda, qui est le plus grand marché vivrier d'Afrique centrale, autour de 11 heures. On a eu 264 morts. Qu'est-ce qu'on a fait? L'ancien marché de Mbouda. On a creusé, non loin de là, et on a poussé les corps. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a dit? Que non, ce sont des dégâts collatéraux. Non, ça, ce ne sont pas des dégâts collatéraux. On ne peut pas ne pas penser à une bamiphobie, à un génocide planifié. Aucune région, même en région Bassa, on n'a pas vu ça. On n'a pas, quand on tire dans un marché à 11 heures, je précise l'heure, quand je dis 11 heures, il faut comprendre. C'est-à-dire c'est au moment le pic, le moment le plus où le marché est saturé. Et on arrive à ce moment-là, on lâche les bombes. Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche? Quels sont ces nationalistes qu'on recherche dans le marché avec des femmes, des enfants, tout ça? Plus de 200 morts. Et on les a enterrés sur le lieu de l'ancien marché. Nous avons, pour faire, n'est-ce pas, actualité, nous revenons chaque fois, même l'année dernière, nous avions parlé de Garbou, qui fut quelque chose que l'histoire a retenu. L'histoire a retenu. J'ai essayé d'emmagasiner autant que je peux des informations sur Garbou. Et fort heureusement, le gouvernement camerounais a reconnu que c'était l'armée camerounaise. Exactement quand ils ont reconnu par la suite que c'est les soldats camerounais et non maliens qui ont tiré sur des femmes avec des bébés au dos. C'est triste,
je ne voudrais pas commenter assez, mais Gbagbo a connu quelque chose que la région Bamileke avait déjà connu. Et je précise, chaque fois, je l'ai vu pendant la lutte, pendant le maquis, chaque fois que l'armée française agissait, et par la suite il y avait du feu, c'était pour brouiller les cartes. Parce qu'un soldat, un officier de guerre, à travers des blessures sur un corps, peut reconnaître le type d'arme. Et pour brouiller les cartes, on en met le feu. Et ce fut le cas de Gbagbo, sachant qu'on devait reconnaître la qualité d'arme qui avait, n'est-ce pas, tué les enfants et tous ceux qui étaient morts. On a mis le feu en prétextant qu'il y avait quelqu'un qui vendait du carburant, mais heureusement, cette idée-là avait été, n'est-ce pas, même le gouvernement a reconnu. Mais l'histoire retient, on ne peut pas passer là-dessus par perte et profit. Et nous revenons là-dessus pour dire quelque chose. Sa Majesté, vous avez là devant vous une carte. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça carte, mais c'est une page publicitaire des élections. C'est l'avant-dernière élection du président Ahidjo avant qu'il ne quitte le pouvoir. Nous sommes en 1970, en mars 1970. Certainement, vous vous posez la question, pourquoi cette photo ou pourquoi ces images? J'ai pris soin d'apporter ces images pour relever un certain nombre de faits. Pour relever un certain nombre de faits qui ont eu lieu au Cameroun. Parce que c'est au cours de ces élections, nous sommes en diaspora. Nous sommes en diaspora. Et il y en a la volonté la plus attendue des populations diasporiques du Cameroun, c'est la double nationalité. Et c'est au cours de ces élections que les jeunes Camerounais, les hommes, vont perdre la double nationalité. Parce qu'il y a un certain professeur, le professeur, j'oublie le nom, il était du Sud, un historien, il était du Sud, je ne sais pas si vous pouvez le connaître, il s'est porté candidat. Il s'était porté candidat pour ces élections de 1970 et il avait la nationalité française. Abel Eyinga. Abel Eyinga était un candidat sérieux pour les élections de 1970. Et pour l'empêcher de venir concourir parce qu'il avait décidé et il était déterminé et soutenu par les Mango Betty et autres de challenger le président Ahidjo qui n'avait jamais eu de challenger. Il s'amusait et se préparait chaque fois d'aller aux élections sans qu'il n'y ait de challenger. Peut-être cette vision-là continue, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que Abel Eyinga fut, n'est-ce pas, banni du pays puisqu'il a été condamné par contumace. Et sur le champ, la loi a été votée à l'Assemblée pour, n'est-ce pas, ôter la double nationalité aux hommes, pas aux femmes, aux hommes. Les femmes gardent leur double nationalité jusqu'à aujourd'hui et les hommes perdent leur nationalité. Et je veux préciser pour dire, quand le président Paul Biya venait d'arriver au pouvoir, il avait compris que c'était le cri de cœur de la diaspora. Et chaque fois qu'il faisait une visite à l'extérieur du Cameroun, il parlait de la double nationalité. Juste à ce que ce discours autour de la double nationalité meure de lui-même. Jusqu'à ce qu'on n'en parle plus. Merci. Je voulais juste faire une petite précision par rapport à la double nationalité. Si une femme choisit d'elle-même, comme par exemple de changer de nationalité comme moi et de devenir citoyen américain, alors je perds ma nationalité camerounaise. Par contre, si vous venez aux États-Unis parce que vous avez épousé quelqu'un qui est américain, vous pouvez garder vous pouvez conserver votre nationalité camerounaise. Ok. La précision vaut la peine. Quand une seule main ne peut pas mieux attacher un fardeau que... Bon, Excellence, nous allons continuer.
Bonsoir, Majesté. Bienvenue dans le futur musée du génocide Bamileke. Je vais commencer par préciser que ça, c'est le travail d'un jeune homme au Cameroun, architecte. Ça, c'est l'œuvre de son mémoire de fin d'études en 2018. Il a fait beaucoup de recherches, comme le professeur l'a fait, mais pas au même niveau. Et à la fin, il s'est dit que, afin que nul n'oublie, afin que nous nous souvenions toujours de ce qui est arrivé à ce peuple, il a conçu donc cette maquette. Et beaucoup vont se demander pourquoi est-ce que nous nous retrouvons ici avec la maquette de cet étudiant. Voilà, l'ACAM a une très grande vision. Pour le moment, nous sommes dans le musée de l'ACAM. Nous continuons à emprunter des locaux qui représentent le musée du génocide Bamileke. Notre vœu, c'est qu'à un moment donné, nous mettions sur pied un conseil d'administration de l'ACAM dans la diaspora. Et le conseil d'administration de l'ACAM, son but sera de collecter des fonds. Nous allons mettre ces fonds-là dans des comptes bancaires. Nous allons venir vers nos rois, comme vous, pour vous soumettre nos doléances. Cet étudiant est allé jusqu'à localiser le point où il aimerait que le musée soit implanté. Pour ceux qui connaissent Bafoussam, ce sera au carrefour Maquisard. Parce qu'il a estimé que c'est là que se trouve le cœur de la lutte pour l'indépendance. C'est là-bas qu'on exposait des têtes. Et comme vous pouvez le voir ici, les noms que nous avons commencé à collecter vont se retrouver ici. Il a appelé ça la tour des noms. Donc tous ces noms-là vont se retrouver sur cette structure qui se présente là. Et il y a de côté la tour des noms et tour des morts. Voilà ce qu'il envisage dans le même complexe. Donc ce ne sera pas juste un building. Le building est là. Et après causerie avec lui, il m'a dit que l'enveloppe du building, c'est-à-dire que l'extérieur, va matérialiser la souffrance des martyrs. Il parle ici d'un métal qui va vieillir au cours du temps. Et puis il y aura le béton brut tout autour pour symboliser la brutalité, la difficulté, tout ce que les martyrs ont eu à endurer. Et ça, c'est une vue intérieure. Il appelait ambiance intérieure du musée. Vous voyez au fond, ça c'est le lobby, ce que nous appelons ici le lobby. L'équivalent, c'est en français, le hall d'entrée. Vous voyez, quand vous entrez, la première des choses qui vous frappe au fond du couloir, c'est le portrait de Ernest Ouandjé, avec la date de son assassinat. Et il a une salle ici qu'il appelle l'auditorium. Dans l'auditorium, vous voyez cette tête coupée dont le professeur a exposé tout à l'heure, se trouve également dans la salle, avec quelques soldats à côté. Il a la salle de réunion qu'il appelle Maki Meeting. Donc, comme une salle de réunion, et pour ceux qui sont habitués, si les grandes salles ont des noms, ça peut être des grands donateurs. Voilà. Donc il y a cette salle de réunion qu'il a appelée Maki Meeting. Et vous voyez ici, il symbolise tous ces crânes. Le professeur vous a parlé de toutes ces têtes qui étaient coupées et tout. Donc, voilà les crânes de tous nos combattants qui sont décédés. Et dans ce couloir, vous pouvez le voir, Ernest, donc Oumniobe est là, Aïdjo est à côté, Foncha est dans le même couloir, toutes ces têtes coupées, et au fond, le portrait d'Ernest Ouandjé. Lui seul maîtrise pourquoi il a mis ça. Mais à notre niveau, nous pouvons avoir une bonne idée de la signification. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un complexe. Je vais finir en disant que le vœu de l'ACAM ici, c'est de mettre sur pied un conseil d'administration. Nous allons faire un travail propre. Nous allons solliciter les 16 millions de Bamileke qui se retrouvent dans le monde afin que nous réalisons ce musée. Et comme il a dit, ça c'est un avant-projet définitif. Il a estimé qu'il faut à peu près 5000 mètres carrés pour implanter le building. Oui. Et le building lui-même aura une superficie d'environ 2000 mètres carrés. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Il se dit, si nous sommes suffisamment convaincants dans le projet, à l'endroit actuel, il y a une station d'essence. Donc, les autorités de l'Ouest n'ont qu'à déclarer cet endroit à utilité publique. Et puis on aura l'espace. Avec les fonds que nous aurions collectés ici, nous allons finalement avoir un musée du génocide Bamileke. Et tout ce que nous exposons ici se retrouvera dans ce musée. Merci. Tu veux dire quelque chose?
Puisqu'on parle de musée, je voudrais dire que ce matin, que nous avons eu la chance ce matin d'aller visiter l'Holocauste. Et on peut aussi s'inspirer, on peut également s'inspirer des personnes qui ont également connu le génocide. C'était émouvant et le fait de voir les têtes ici, de voir cette représentation, nous projette sur ce qu'on peut faire effectivement dans le futur. Et je pense que ceux qui ont eu la chance d'être avec nous ce matin au musée, on peut comprendre comment on commence une histoire par sa genèse. Et lorsqu'on a visité ce matin le musée l'Holocauste, quand on entrait dans la salle d'entrée, on avait effectivement de l'entrée jusqu'à la sortie, on avait toute une histoire qui se racontait en fait. On avait toute une histoire qui se racontait. Et c'est important de conserver les têtes. Parce qu'à une époque, les gens nous reprochaient d'exposer les têtes coupées. Mais en réalité, c'est ça qui est l'histoire. L'histoire, il ne faut pas la cacher. Parfois, il faut l'imager. Il y a des enfants qui mémorisent l'histoire à travers l'image. Et le fait de mettre en avant ce qui s'est passé, de le matérialiser, que ce soit par des images, que ce soit par des vidéos ou tout ce qu'on publie aujourd'hui, c'est ça qui permet de garder la mémoire vive, parce que comme Tassobla a dit ce matin, le génocide de la mémoire est le deuxième génocide qu'on risque de subir si nous décidons d'oublier notre histoire. Merci. Ok. Oui, Sa Majesté, une fois de plus, merci d'être venu aux États-Unis spécialement pour cette idée du musée qui nous est chère. L'année passée, ton frère était ici, ton frère roi. Et quand il était ici, cette chaise était couchée. La chaise couchée là symbolisait toutes les chaises qui sont accrochées dans les chefferies parce que leurs successeurs n'ont pas pu prendre leur place. Ça symbolisait tous ces morts qui sont encore dans des cimetières de tête, qui sont encore dans des fosses communes derrière nos villages. Et il a dit, essuyez vos larmes, de manière officielle, je soulève cette chaise parce que je sais que nous avons la force de faire ce qu'il y a lieu de faire pour canoniser tous ces gens-là, retrouver leur tête, remettre leur tête dans leurs familles respectives et trouver le successeur pour qu'ils viennent décrocher la chaise de leur descendance. Et donc nous sommes ici pour dire que cette case-ci symbolise tout ce que je viens de dire. Et nous savons notre cosmogonie, nous sortons d'Égypte. La pyramide que vous voyez là, ce n'est pas un hasard. Comment on enterrait le pharaon, c'est exactement comment le peuple bamileke enterrait ces gens. Et nous avons cette théorie d'ancêtre qui veut que chaque personne qui a combattu pour l'harmonie dans la communauté, qui était juste, qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour que la communauté se lève, quand cette personne meurt, cette personne doit être reconnue comme un ancêtre. On confie à cette personne la mission d'aller s'asseoir à côté de Dieu pour intercéder pour les vivants. Nous avons donc aujourd'hui des personnes qui ont lutté pour que nous conservions nos normes. Des personnes qui ont lutté pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Des personnes qui, hier, il y a 400 ans, luttaient contre l'invasion musulmane et cette invasion qui nous a poussé à être où nous sommes aujourd'hui. Et donc, quand les Français sont venus, on a réalisé ce qui se préparait et on a résisté. Ces personnes sont encore couchées. Et nous pensons que le peuple bamileke doit sortir dans son ensemble pour qu'on récupère ces corps, pour qu'on les identifie et pour qu'on les canonise. Parce que ce n'est que par là que nous pouvons donc espérer que là où ils seront, ils pourront intercéder pour nous. Et voilà un peu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le deuxième message de cette case, c'est quoi? C'est que de plus en plus, nous avons les enfants bamileke qui se retrouvent dans la diaspora. Notre diaspora est aujourd'hui beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'a été. Nous avons des enfants qui ne peuvent pas facilement entrer au Cameroun pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, et qui doivent quand même toujours rester en conformité avec leur spiritualité. Nous pensons que le peuple bamileke doit, comme on est allé à Golgotha, prendre la cosmogonie d'un individu sur la croix et qui se retrouve dans nos villages avec les grandes cases qu'on appelle l'église, que le peuple bamileke doit aussi trouver un moyen de transposer sa spiritualité où il vit, pour que, en fin de compte, quand il rentre chez lui,
que ce soit à Baltimore, que ce soit au Canada, que ce soit à Paris, qu'il soit en mesure d'aller derrière sa case, prier ses ancêtres. Parce qu'en réalité, il y a une compétition ici dehors. Nous avons été ici pendant longtemps. Et si nous ne faisons rien pour combler le vide, les autres religions vont nous envahir et nous allons tout perdre. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, Sa Majesté. Et merci d'être venu. Alors, nous sommes presque au terme de cette présentation à Sa Majesté. Et comme il est coutume à la CAM, Sa Majesté dispose juste de quelques petites minutes pour que tout le monde puisse passer et lui faire allégeance comme nous le faisons chez nous. C'est-à-dire saluer et surtout montrer à nos enfants, si les enfants sont là, amenez-les pour que cette fois-ci, eux aussi, ils voient comment est-ce que nous saluons les rois chez nous. Alors, passez par ici, comme ça on peut le faire et continuer de l'autre côté. Oui. Ça c'est faux même de votre salut. De ton père. Il faudrait respirer le nom de nos papas. Maman. À Sa Majesté, le roi Pogam II, roi de Bayanga, d'avoir bien voulu prendre de son temps pour venir ici voir nos efforts pour la pérennisation de notre culture. Nos efforts, Sa Majesté, sont certes imparfaits. C'est pour ça que nous invitons nos rois qui sont nos leaders spirituels pour qu'ils viennent jeter un coup d'œil sur nos pensées et nous faire des critiques constructives pour que nous puissions œuvrer et travailler ensemble pour le développement de notre communauté. Merci. Zé, Malate, Gapin, Lapachan, Mocho Kwambala.